Le désespoir est sans doute le maître le plus cruel, mais aussi le plus efficace, sur un champ de bataille. L'armée ukrainienne en a fait l'amère expérience, contrainte d'opérer dans les limites invisibles imposées par ses propres alliés. Les règles d'engagement strictes encadrant l'utilisation des missiles occidentaux ont souvent transformé une puissance de feu considérable en une capacité bridée, incapable de frapper en profondeur là où cela aurait été décisif. Face à cette impasse stratégique, une conclusion s'est imposée, briser ses propres chaînes. Cette prise de conscience, née de la contrainte, s'annonce comme un tournant majeur susceptible de bouleverser les calculs du Kremlin. C'est dans ce contexte critique qu'une entreprise basée à Kiev a dévoilé un système susceptible de redéfinir l'équilibre des forces. Le missile FP9. Le 1er avril, lors d'un entretien accordé au journaliste Dmytro Gordon, Denis Tillerman, concepteur principal et cofondateur de Firpoint, a présenté pour la première fois les caractéristiques de cette arme. Les premiers systèmes devraient être opérationnels d'ici la mi-2026, mais leurs spécifications suscitent déjà une attention considérable. Le FP9 est décrit comme un missile balistique d'une portée pouvant atteindre 850 km. Une telle capacité place des villes majeures comme Moscou et Saint-Pétersbourg, ainsi qu'une grande partie des infrastructures stratégiques de l'Ouest russe, à portée de tir depuis le territoire ukrainien. Il pourrait emporter une charge utile de 800 kg, suffisante pour détruire en une seule frappe un centre de commandement, un dépôt de munitions ou une installation énergétique critique. Pour mesurer l'ampleur de cette puissance, la comparaison est éloquente. Un missile AGM-114 Elfir transporte environ 9 kg d'explosifs, tandis que le Storm Shadow en emporte près de 450 kg. Avec ses 800 kg, le FP9 dépasse largement ces deux références, lui conférant une capacité de neutralisation exceptionnelle contre des cibles stratégiques. Cependant, au-delà de sa charge, c'est sa vitesse qui constitue son avantage le plus déterminant. À l'approche de la cible, le FP9 atteindrait des vitesses comprises entre 4320 et 7920 km/h. À titre de comparaison, le missile balistique Iskander atteint environ 2880 km/h dans sa phase terminale. Cet écart réduit drastiquement le temps de réaction des systèmes de défense antiaérienne russes tels que le S-400 ou le Pantsir S-1, laissant une fenêtre d'interception de seulement quelques secondes. Après son lancement, le missile grimperait à une altitude d'environ 70 km avant d'entrer en phase de descente accélérée, exploitant la gravité pour atteindre une vitesse supersonique élevée. Cette trajectoire balistique lui permettrait d'échapper aux systèmes optimisés contre les missiles de croisière et les drones à basse altitude. Le temps total de vol n'excéderait pas 520 secondes, soit environ 8 à 9 minutes entre le lancement et l'impact. Dans une perspective opérationnelle, l'hypothèse d'une salve de 20 à 30 missiles FP9 introduit une dynamique de saturation. Selon Tillerman, une proportion significative, voire la totalité, de ces missiles pourrait échapper à l'interception. Ce principe de saturation vise à submerger les défenses adverses par le nombre, jusqu'à provoquer leur effondrement fonctionnel. Un autre atout majeur réside dans la mobilité et la discrétion du système de lancement. Les plateformes de tir, dissimulées sous l'apparence de camions civils, compliquent considérablement la détection par satellite ou renseignement. Il devient alors pratiquement impossible de distinguer un vecteur militaire d'un véhicule logistique ordinaire. En moins de 15 minutes, le système peut être déployé, tiré, puis se repositionner, rendant toute riposte extrêmement difficile. Quant aux cibles potentielles, elles incluent non seulement des installations militaires, mais également des infrastructures critiques, réseaux énergétiques, raffineries, nœuds ferroviaires et centres logistiques. Le pont de Crimée figure également parmi les objectifs évoqués. Bien qu'une destruction totale soit improbable, des frappes répétées pourraient en perturber durablement le fonctionnement, affectant l'approvisionnement des forces russes en Crimée. Un aspect stratégique fondamental réside dans l'autonomie industrielle. Le FP9 serait produit quasi exclusivement en Ukraine, libérant Kiev de sa dépendance vis-à-vis des livraisons occidentales comme les missiles ATACMS ou Storm Shadow. De plus, son coût estimé, inférieur de moitié à celui des équivalents occidentaux, ouvre la voie à une production en série à grande échelle. En parallèle, un second système, le FP7, complète cette architecture. Avec une portée d'environ 300 km et une charge de 150 kg, il constitue une solution plus légère mais extrêmement réactive pour les frappes en profondeur tactique. Sa vitesse terminale, proche de Mach 4,4, lui permet d'atteindre sa cible en moins de 4 minutes avec une précision remarquable, un écart d'environ 14 mètres. Les essais en conditions réelles, achevés en février 2026, ont confirmé ses performances et les préparatifs pour une utilisation opérationnelle ont débuté dès mars. Sur le terrain, le FP7 répond à un besoin critique. Frapper rapidement des cibles mobiles ou éphémères, comme un convoi logistique détecté à 200 km du front. Là où un drone mettrait des heures à intervenir, au risque de voir la cible disparaître, le FP7 offre une réponse quasi immédiate. Ainsi se dessine une évolution doctrinale majeure.
une combinaison de frappes stratégiques profondes avec le FP9 et d'interventions tactiques rapides avec le FP7. Ensemble, ces systèmes pourraient redéfinir la temporalité et la géographie du conflit, en imposant à l'adversaire une pression constante, à la fois en profondeur et à proximité du front. La situation la plus critique demeure concentrée sur l'axe de Pokrovsk. Dans ce secteur, les forces ennemies poursuivent leurs offensives de manière soutenue, engageant continuellement de nouvelles unités d'infanterie. Toutefois, selon les forces de défense ukrainiennes, ces attaques répétées n'ont permis aucune avancée significative. Dans la région de Kostiantynivka, la pression exercée par l'ennemi s'intensifie, visant à affaiblir et à détruire les infrastructures essentielles. La stratégie employée reste inchangée. Des frappes systématiques contre les immeubles d'habitation à l'aide de lance-roquettes et de systèmes de roquettes multiples. Cette tactique traduit une volonté délibérée de transformer les zones urbaines en ruines, privant ainsi les défenseurs ukrainiens de leurs abris et compliquant considérablement l'organisation de la défense. À ce jour, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a recensé 128 affrontements sur l'ensemble de la ligne de front, illustrant l'intensité persistante des combats. Au-delà des considérations stratégiques, la guerre révèle son visage le plus tragique à travers les destins individuels. À Liman, une femme, infirmière de profession, est restée dans sa ville pour prendre soin de ses voisins réfugiés dans un sous-sol, refusant d'abandonner les plus vulnérables. Son engagement a pris fin brutalement lorsqu'un drone ennemi a explosé à proximité. Gravement blessée, elle a été évacuée vers Dnipro après avoir perdu ses 2 jambes. Malgré la gravité de ses blessures, elle explique avoir refusé de quitter sa région natale du Donbass, incapable de se résoudre à abandonner son foyer et les personnes dépendantes de son aide. Aujourd'hui encore, allongée dans une unité de soins intensifs, son inquiétude ne porte pas sur elle-même, mais sur ceux qu'elle a laissés derrière. Après une seconde opération chirurgicale, son état a été stabilisé, bien que les séquelles soient considérables, amputation bilatérale et traumatisme cervical. Les médecins décrivent une blessure d'une extrême violence, nécessitant des transfusions massives de sang pour lui sauver la vie. Le témoignage de la victime révèle la brutalité de l'instant. Alors qu'elle se trouvait dans un abri avec ses voisins, elle a aperçu un drone ennemi suspendu dans les airs. N'ayant pas le temps de fuir, elle a tenté de reculer avant que l'engin ne s'abatte sur elle. Elle se souvient d'avoir perdu connaissance, puis d'avoir repris conscience en réalisant qu'elle avait survécu. Ses voisins, dans un acte de solidarité remarquable, lui ont prodigué les premiers soins avant de la transporter vers les secours à l'aide d'une simple brouette de jardin. L'hôpital de Liman, où elle avait exercé toute sa vie, étant désormais fermé, elle avait récemment repris son rôle d'infirmière de manière improvisée pour venir en aide aux habitants restés sur place. Aujourd'hui, un long processus de rééducation l'attend, avec l'espoir de pouvoir un jour utiliser des prothèses. Les médecins qui lui ont sauvé la vie envisagent déjà de lui proposer un poste à Dnipro, afin qu'elle puisse continuer à exercer la vocation qui a guidé toute son existence. Parallèlement aux pertes humaines, le patrimoine culturel subit également des destructions irréversibles. Dans la région de Slobozhenщina, un domaine historique appartenant à la famille Doneza-Karzewski a été anéanti par une attaque de drone. Construit vers 1835 dans un style classique, ce bâtiment avait traversé 2 guerres mondiales. Il représentait un héritage précieux lié à une lignée cosaque influente, associée aux origines de Kharkiv et d'Izium. Selon la tradition, le philosophe ukrainien Ryhorij Skovoroda aurait lui-même fréquenté ce lieu, ce qui renforçait encore sa valeur symbolique. Avant l'invasion à grande échelle, des bénévoles et des historiens locaux s'efforçaient déjà de préserver ce site malgré son état de dégradation. Aujourd'hui, il ne subsiste que des ruines calcinées, témoignage silencieux d'une perte culturelle irréparable. Enfin, sur le plan social, les autorités ukrainiennes ont annoncé le versement d'aides financières à grande échelle. Environ 13 millions de citoyens bénéficient de transferts automatiques, soit par virement bancaire, soit via le système postal national. Une assistance supplémentaire sera également distribuée dans les jours à venir aux autres bénéficiaires. Ces mesures, bien que nécessaires, soulignent en creux l'ampleur de la crise humanitaire engendrée par un conflit qui, au-delà des lignes de front, continue de déchirer le tissu social et humain du pays.